Bonjour et bienvenue. L'univers est un objet complexe. Il possède des caractéristiques différentes selon l'échelle à laquelle il est étudié. Dans cette session, nous allons voir que les centaines de milliards de galaxies de l'univers, ainsi que le reste, ne sont pas totalement réparties aléatoirement, mais qu'elles se rassemblent dans ce qu'on appelle des grandes structures. L'image de droite montre les structures détectées par le projet SDSS. L'univers est structuré en bulles vides, séparées par des murs ou filaments où se concentrent les galaxies. Ces grandes structures, à grande échelle, ont été cartographiées à partir de la position des galaxies, des quasars, ainsi que du gaz intergalactique. Ces structures trouvent leur origine dans les fluctuations quantiques de l'univers jeune. À plus grande échelle, de l'ordre de 300 millions d'années-lumière, l'univers semble pourtant homogène et isotrope. Cette animation montre la distribution de matière sombre dans l'univers aujourd'hui à z égale 0. Elle est basée sur le projet Millennium. À grande échelle, au-dessus de 300 mégaparsecs environ, l'univers apparaît homogène et isotrope. L'animation zoome ensuite sur un amas massif de galaxies jusqu'à des sous-structures de l'ordre d'une dizaine de mégaparsecs. Millennium est une simulation N-core qui comprend plus de 10 milliards de particules. Ce run Millennium a utilisé ces 10 milliards de particules pour suivre l'évolution de la distribution de matière dans une région cubique de plus de 2 milliards d'années-lumière de côté. Pour cela, il a fallu plus d'un mois de calcul sur des superordinateurs de la société Max Planck à Garching en Allemagne. Il est bon de revenir un petit peu sur cette homogénéité et cette isotropie. Homogène veut dire que tous les éléments sont de même nature et ou présentent des similitudes de structure, de fonction, de répartition. Des synonymes pour être cohérent, uni ou régulier. Isotrope, par contre, veut dire que c'est quelque chose qui présente les mêmes caractéristiques dans toutes les directions. Donc ici, l'image de gauche est isotrope. Un observateur au centre verra la même chose dans toutes les directions. Par contre, l'image de droite est homogène. De n'importe quel endroit, l'observateur verra la même chose. Ce film montre une représentation simulée du groupe local, Voie lactée, Messier 31 et Messier 33, qui se trouve au centre de la sphère, et de l'univers environnant sur quelques centaines de millions d'années-lumière. Dans l'orientation initiale, le grand attracteur se trouve à gauche, et le mur du Centaure en bas et à droite. L'observation directe du grand attracteur est rendue difficile par le fait qu'il se trouve directement derrière le plan galactique de la Voie lactée. Il est situé entre 150 et 300 millions d'années-lumière, entre le mur du Centaure et le mur de la Règle. Considéré comme étant la concentration la plus massive de l'univers proche, à moins de 500 millions d'années-lumière tout de même, sa masse est estimée à 2 fois celle du superamas de Shapley. Cette simulation a été réalisée dans un institut Max Planck avec le code Gadget. Nous allons maintenant étudier l'écho du Big Bang qui est détecté partout dans l'univers. Donc pour cela, nous rentrons dans notre galaxie, la Voie lactée. Je rappelle qu'elle contient de l'ordre de 100 milliards d'étoiles, donc nous sommes dans le disque. Et dans le disque se trouve une étoile, le Soleil, et autour du Soleil tourne la Terre. Si nous photographions tout le ciel à partir de la Terre, d'ailleurs à partir de n'importe où dans l'univers, eh bien nous aurions quelque chose qui ressemble à ce que nous allons avoir à la fin. Donc une fois que l'on a soustrait la Voie lactée, que l'on est passé dans l'infrarouge, le subélectrique, et dans les microondes, l'univers paraît uniforme, mais en fait il ne l'est pas. Si nous augmentons le contraste d'un facteur important, nous voyons apparaître ce fond qui est très différent. Donc, le fond cosmologique est l'écho du Big Bang. Ces zones bleues sont plus froides que les zones rouges d'un tout petit peu, en fait de l'ordre de 10-5 degrés, 0,00001 degrés Celsius. La formation des grandes structures prend son origine dans les petites fluctuations de la densité de l'univers que nous venons de voir. Lorsque la taille de l'univers était à environ 1 millième de fois la taille actuelle, 500 millions après le Big Bang environ, la densité de matière dans la région qui contiendra plus tard la Voie lactée était seulement de 0,5% plus haute que celle des zones adjacentes. Et donc, à cause de cette quantité de matière plus importante, l'expansion a été moindre. Lorsque la taille atteint 1 centième de la taille actuelle, environ 15 millions d'années après le Big Bang,
la densité dans la région de la Voie lactée était 5% plus haute. Donc nous avons une croissance de cette surdensité dans les régions qui étaient denses au départ. Avec l'expansion de l'univers, cette différence a continué à s'accroître pour finalement former les grandes structures. Nous pensons comprendre comment ces petites fluctuations initiales ont évolué. Mais comment se sont-elles formées ? Bien, c'est difficile à savoir, mais l'hypothèse supportée par les observations, le fait que la taille maximale des fluctuations soit de l'ordre de 1 degré, suggère que les petites fluctuations du fond cosmologique sont dues à l'inflation de l'univers dans les tout premiers instants de la vie de l'univers. Vous avez résumé dans cette figure l'histoire de la vie de l'univers. Nous partons de la gauche, le Big Bang. Très rapidement après le Big Bang, l'inflation qui va dilater l'univers. Puis, 375 000 ans après le Big Bang, c'est le CMB, qui est donc le fond cosmologique, issu donc de l'écho du Big Bang. Après ce CMB, à z égale 1000, nous avons les âges sombres, et rapidement après apparaissent les premières étoiles, environ 400 000 ans après le Big Bang. À partir de là, l'univers va ressembler de plus en plus à ce que l'on connaît avec les premières galaxies, jusqu'à avoir ce que l'on a dans notre univers local aujourd'hui. Étudions la température du CMB. Donc je rappelle que le CMB, c'est le Cosmic Microwave Background, le fond diffus cosmologique, et que c'est un rayonnement fossile dû, selon le modèle standard de la cosmologie, à l'époque dense et chaude qu'a connue l'univers après le Big Bang. Avec l'expansion de l'univers, ce rayonnement s'est dilué et s'est refroidi en même temps que le redshift décroissait. Donc on peut estimer la température du CMB à n'importe quel redshift à partir de cette relation. Donc si l'on connaît la température du CMB maintenant, on la multiplie par le facteur 1 plus z, où z est le redshift. La température du CMB maintenant, aujourd'hui, est mesurée à partir d'un diagramme comme celui que l'on a à droite, qui est mesuré par les sondes cosmologiques. Et cela correspond à une température de l'ordre de 2,72 Kelvin, c'est-à-dire de l'ordre de moins 270 degrés Celsius. Le fond cosmologique observé aujourd'hui correspond à la surface de dernière diffusion. Lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi, à z égale 1000, c'est-à-dire 375 000 ans après le Big Bang, la matière est sortie de l'état de plasma, elle s'est recombinée, et le libre parcours moyen des photons est devenu suffisamment grand pour que ces photons puissent traverser l'univers en ligne droite. L'univers est devenu transparent. Nous reviendrons sur ce phénomène dans une session suivante. En utilisant la loi de Wien, que vous avez sans doute vue au lycée, l'émission du CMB pique aujourd'hui à 10-3 mètres ou 1 mm. La longueur d'onde du CMB à z égale 1000 est donc de l'ordre de 1 micromètre, comme nous le calculons ici. La température correspondante peut être estimée et elle est de l'ordre de 3000 degrés Kelvin, ou 3000 degrés Celsius approximativement. L'évolution de la température du CMB avec le redshift est relativement importante. Dans ce diagramme, nous avons la luminosité du CMB sur l'axe des Y et la longueur d'onde sur l'axe des X. À z égale 0, donc maintenant, la température du CMB est à peu près à 3 K, et donc ceci se trouve dans le domaine millimétrique. Mais à z égale 1000, la température de CMB, comme nous venons de le calculer, est à environ 3000 Kelvin. 3000 Kelvin correspond à une lumière que l'on peut observer avec nos yeux. Donc à ce moment-là, s'il y avait des humains pour l'observer, l'univers aurait été rempli d'une lumière homogène et visible. Nous allons, pour terminer cette session, visionner cette animation qui suit la formation des grandes structures de l'univers dans la distribution de matière sombre. Elle commence à un redshift z égale 20, c'est-à-dire de l'ordre de 180 000 ans après le Big Bang, et elle va jusqu'à aujourd'hui. Le redshift va se dérouler en haut à gauche, et l'échelle est en bas à gauche. Donc je démarre. Donc, très rapidement, le redshift décroît, nous sommes déjà très proches de z égale 10, et nous voyons effectivement apparaître des différences entre les zones plutôt denses, qui sont plutôt claires ou rosées, et les zones bleutées, qui sont des vides. À z égale 3, ces filaments sont très nettement apparents. Les amas de galaxies également. Et à z égale 0, on voit cet amas très riche de galaxies au centre sur laquelle les filaments se rejoignent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.